Nous sommes au début du XIXe siècle. Deux théories de la lumière s'affrontent. La théorie corpusculaire de Newton, qui permet d'expliquer la loi de la réfraction en supposant que les particules de lumière sont accélérées lorsqu'elles pénètrent dans l'eau. La théorie ondulatoire de Huygens, qui elle aussi permet d'expliquer le phénomène de réfraction, mais en supposant cette fois que ces ondes de lumière se déplacent moins vite dans l'eau que dans l'air. La théorie corpusculaire de Newton, comme on l'a vu, écrase complètement la théorie ondulatoire de Huygens. Et en ce début du XIXe siècle, il est rare de trouver des physiciens qui adhèrent encore à cette vieille théorie ondulatoire. Alors c'est pourtant un de ces jeunes physiciens, l'anglais Thomas Young, qui en 1801 va faire de très belles expériences qui vont relancer le débat. Je suis un peu obligé de vous dire deux mots sur Thomas Young. C'est une sorte de Léonard de Vinci du XIXe siècle. On parle de lui comme le phénomène Young. On dit qu'à l'âge de 14 ans, il parlait déjà 14 langues. L'anglais, l'italien, le latin, le grec, l'hébreu, le chaldéen, et j'en passe. Il touche à tout. Il est médecin, il est mathématicien, il est physicien, il est même égyptologue. Il fait partie de ceux qui vont déchiffrer les premiers hiéroglyphes. En particulier sur cette fameuse pierre qu'on vient de trouver, qui s'appelle la pierre de Rosette, une pierre dans laquelle le même texte est écrit en 3 langues différentes, en grec ancien, en égyptien et en hiéroglyphe. En physique, à 28 ans, il va réaliser des expériences d'interférence qui vont être cruciales pour le débat. Il s'agit des expériences de fente Young et quelquefois des trous Young. Voyons tout d'abord ce que sont ces phénomènes d'interférence. Cette petite animation va nous permettre de comprendre ce phénomène. Il s'agit d'une cuve à ondes. On place un vibreur qui fait des vagues à la surface de l'eau, qui crée une onde. On peut placer un deuxième vibreur, et entre ces deux vibreurs, on voit une zone particulière, c'est ça la zone d'interférence. Dans cette zone, on va placer maintenant un petit bateau. On va pouvoir visualiser son altitude grâce à ce graphique. Son altitude correspond au chevauchement des vagues émises par S1 et S2. Si on déplace maintenant ce petit bateau dans cette zone d'interférence, on remarque que son altitude varie. Et on peut même trouver des zones où son altitude est nulle. On dit que les interférences au point M sont destructives. C'est-à-dire que lorsqu'un sommet de vague arrive de S1, ça correspond à un creux de vague qui arrive de S2. Et réciproquement. Les ondes sont en opposition de phase. De même, si on déplace encore ce petit bateau, on arrive dans une situation où un sommet de vague qui arrive de S1 correspond à un sommet de vague qui arrive de S2, un creux avec un creux, les ondes sont dites en phase et les interférences sont constructives. Alors on a vu dans la vidéo précédente que Grimaldi a mis en évidence le phénomène de diffraction avec la lumière. En particulier, si on fait passer de la lumière à travers une fente, on obtient ce genre de figure, et on voit bien qu'il y a une tache centrale avec des taches secondaires. Young a l'idée de faire passer la lumière par 2 fentes. Et ce qu'il obtient, ce sont des interférences. On reconnaît la tache centrale de la figure de diffraction, et on voit que cette fois elle est hachurée. Alors si on réfléchit bien, c'est quand même le délire. Ça veut dire qu'à certains endroits de cette tache centrale, il y a de la lumière qui arrive d'une première fente, qui s'additionne à de la lumière qui arrive de la deuxième fente, et lumière plus lumière, ça fait de l'obscurité. Il faut bien comprendre que cette expérience, elle met en évidence le côté ondulatoire de la lumière. Si la lumière était faite de particules, on le voit sur cette animation, une partie des particules passerait par la première fente, une autre par la deuxième fente, on aurait des points d'impact qui seraient essentiellement centrés dans la direction des 2 fentes, mais il y aurait des impacts un peu partout. En tout cas, il n'y aurait pas de zone sans impact. Le fait qu'on obtienne des zones non éclairées, c'est déjà en soi une preuve expérimentale de l'aspect ondulatoire de la lumière. Alors on pourrait croire que le problème était réglé. Mais non. La majorité des
scientifiques de l'époque croient encore dur comme fer à la théorie corpusculaire de Newton. Son influence est tellement importante dans le monde de la physique que malgré les expériences de Thomas Young, on fait plus confiance en la parole de Newton qu'à la réalité de ses expériences. En 1818, l'Académie des sciences de Paris propose un concours. Je vous lis le début de l'intitulé de ce concours. Les phénomènes de diffraction ont été ces derniers temps l'objet de recherches de nombreux physiciens, mais on n'a pas encore déterminé suffisamment le mouvement des rayons à proximité des corps où se produit l'inflexion. Il importe d'approfondir la manière physique avec laquelle les rayons sont infléchis, etc., etc. Bref, la théorie corpusculaire de Newton n'explique toujours pas les fameuses expériences de Grimaldi de diffraction. Dans le jury de ce concours, que des pointures. Je vous donne quelques noms. Laplace, Biot, Poisson, Gay-Lussac, François Arago. François Arago qui est d'ailleurs le seul à croire à la théorie ondulatoire de Huygens. Alors Arago justement, c'est un polytechnicien, physicien, mathématicien, homme politique, et il va inciter un de ses jeunes collègues, polytechnicien lui aussi, ingénieur des ponts et chaussées, Augustin Fresnel, à participer à ce concours. Alors pourquoi Augustin Fresnel ? Eh bien parce qu'Augustin Fresnel, lui aussi, a publié quelques articles sur la nature ondulatoire de la lumière. Fresnel va se pencher très sérieusement sur le problème, il va reprendre le principe de Huygens, il va le généraliser, il va le modéliser mathématiquement, en ajoutant des conditions sur ces fameuses ondelettes, des conditions sur leur phase, leur amplitude, leur cohérence. Alors ça va donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le principe d'Huygens-Fresnel. Principe qui est à la base de cette théorie ondulatoire mathématique. Avec sa théorie, il parvient à expliquer grand nombre d'expériences, les von Jung entre autres, mais aussi sa propre expérience d'interférence, un peu du même style que les von Jung, c'est l'expérience des miroirs de Fresnel, et il propose tout ça au jury de ce concours. Il y rencontre une grande hostilité, en particulier du physicien Siméon Denis Poisson. Alors, Poisson, il reprend la théorie de Fresnel et il montre qu'elle donne lieu à quelque chose qui paraît anormal. En effet, la théorie, elle prédit que lorsqu'on fait l'ombre d'un objet circulaire, eh bien, au centre de la tâche de diffraction, il devrait y avoir un petit point lumineux. Or, dans la vie de tous les jours, on voit bien que les objets circulaires, ils donnent des ombres qui sont des ombres. Il n'y a pas de taches lumineuses en leur centre. Bon, il semblerait que la théorie de Fresnel soit enterrée avant même d'être née, mais c'était sans compter sans François Arago. François Arago, il met en œuvre l'expérience. Et il remarque que pour qu'on puisse voir cette petite tache lumineuse, il faut que les contours de l'objet circulaire soient parfaits. Ça demande une précision chirurgicale. Il fait l'expérience et, au miracle, on voit cette petite tache lumineuse qu'on appellera désormais la tache de Poisson. Alors vous pouvez la voir sur cette version moderne de l'expérience. Il semblerait que la théorie ondulatoire de la lumière vienne de donner un coup décisif à la théorie corpusculaire de Newton. Eh bien non, ça ne suffit toujours pas. Il faudra attendre 1850 pour que les physiciens français Léon Foucault et Hippolyte Fizeau, qui travaillent sur des mesures de la vitesse de la lumière, parviennent à mesurer la vitesse de la lumière dans l'eau. Or, vous vous rappelez, la différence des hypothèses entre le modèle corpusculaire de Newton et le modèle ondulatoire de Huygens, c'était justement que pour Newton, la lumière allait plus vite dans l'eau que dans l'air, et le contraire pour Huygens. Fizeau et Foucault font l'expérience, le verdict tombe, la lumière se déplace moins vite dans l'eau que dans l'air. La théorie ondulatoire de la lumière gagne cette bataille et s'impose désormais devant l'ancienne théorie corpusculaire de Newton. Alors la cerise sur le gâteau, si je puis dire, elle va arriver un petit peu plus tard, en 1865, avec un jeune physicien écossais, James Clerk Maxwell.
Maxwell, il bosse sur l'électricité et le magnétisme, et en particulier sur les travaux de Faraday et Ampère. Il met en évidence ce que l'on appelle désormais le rayonnement électromagnétique, qui sont des oscillations dans l'espace du champ électrique et du champ magnétique. Il établit 4 lois, qu'on appelle les lois de Maxwell, qui vont s'imposer tout au long du siècle, du XXe siècle, et même encore de nos jours. Je ne résiste pas au plaisir de vous les montrer. Et il va poser l'hypothèse hasardeuse suivante. La lumière, c'est une onde électromagnétique. Alors en effet, si on admet que la lumière est une onde c'est une perturbation qui se déplace dans un milieu matériel. Eh bien cette perturbation, Maxwell dit, c'est justement une perturbation du champ électrique et du champ magnétique qui se propage dans l'éther. Milieu qui, je vous le rappelle, est supposé être le milieu matériel de déplacement de la lumière. Alors évidemment, la lumière est une onde électromagnétique un peu spéciale, car elle correspond à des longueurs d'onde qui sont visibles par un être humain, entre le rouge et le violet. C'est une immense révolution pour la physique, et une des plus grandes découvertes du XIXe siècle. À ce stade de l'histoire, il semblerait que la théorie corpusculaire de Newton soit définitivement enterrée. Eh bien non, c'était sans compter sur un jeune physicien allemand qui, en 1905, va faire renaître de ses cendres cette vieille théorie corpusculaire. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo.